Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 6e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 12 janvier 2021, donc 6e épisode comme on disait. Déjà, en fait, on est bien content de où on est rendu présentement. Tristan, comment ça va aujourd'hui? Salut Marc, ça va très bien toi? Ah, ça va. Grosse journée, mais ça va bien. Il fait beau, il y a de la neige, c'est le fun. On est confinés, débile. Ah, je pense que tu avais des formations aujourd'hui, ou je sais pas, c'était une bonne journée pour ça aussi. Je donne une formation à un client, puis dans le fond, je viens de finir une demi-heure avant le podcast. Fait que j'ai un petit peu mal à la voix, ça se peut que ma voix soit un peu rugueuse. Mais une chance que j'ai mon petit martini pour me réhydrater. C'est la meilleure stratégie, c'est un martini. Avec un verre d'eau pour aider. Ouais, un verre d'eau, il est là, puis j'ai aussi ma petite Heineken avec ma salière pas trop loin. Le chaser. Hey, c'est ça le nom que je cherchais l'autre fois en passant. Je cherchais à te dire c'était quoi quand t'as une bière avec un cocktail, c'est un chaser qu'on appelle ça. Ouais, mais c'est, mettons, quand tu fais des clamato, tequila clamato, là, ton chaser, c'est le clamato, là. Tu prends 2 shots, pif. Là. Mais quand, mettons, t'as une bière avec un whisky, ta bière, c'est ton chaser, pour t'aider. Hey, d'ailleurs, tu sais, quand on a parlé la dernière fois du sel dans la bière, mon père m'a dit que le sel dans la bière, ça remonte à mes premières visites dans une taverne coin rue Laurier et avenue du Parc à Montréal, un peu après le milieu des années 60. OK. C'est ça. Je m'en Il a souviens appris pas. de vieux habitués de la place. Les vieux habitués de la place, il mettait du sel, puis il me dit qu'il pense qu'il a déjà vu sa mère faire ça. Donc, c'est familial, finalement, le sel dans la bière. Ouais, puis écoute, je pense qu'on a fréquenté des pubs, des tavernes déjà, où j'ai déjà vu cette habitude-là aussi, mais écoute, c'était juste que je me demandais d'où ça venait. Mais tant mieux, ça vient des années 60, les années folles. Les années folles, exact. Fait que moi, tu sais, mon martini tantôt, j'ai fait, j'ai pas de recette spéciale, là, c'est aujourd'hui, moi, je suis revenu sur le Bombay. J'ai pas eu le temps d'aller à SAQ acheter un autre gin. Fait que sur le Bombay, puis je m'étais dit, en plus, je vais me mettre la dernière fois, j'ai parlé des olives, de olive et olive. Et Colin, j'ai même pas ouvert le pot, fait que je suis encore avec mes olives de classe moyenne. Bon, je sais, je me suis dit tantôt, j'étais pressé, je me suis dit, je vais aller faire le martini rapido, même je l'ai fait trop plein, je suis parti, il y en a plein qui est tombé à terre, non, du liquide précieux. On attend rien de moins que tu sois à 4 pattes après le podcast pour aller licher les gouttes de martini qui ont tombé à terre, c'est important. À moins que ma fille rampe dedans, là, ça c'est une autre affaire. Ouais, ça c'est une autre histoire, on le souhaite pas. En tout cas, mais toi, t'as une nouvelle recette de martini, par exemple. J'ai pas tant une nouvelle recette, mais écoute, la semaine prochaine, j'aurai un nouveau gin à présenter pour mon martini. Mais j'ai repris le même gin que la semaine passée. Donc, on se rappelle, j'avais parlé du gin Laradoune, qui vient de la région de Gaspé, qui est fait avec des champignons. Donc, je disais un gin un peu forestier, mais je mettais encore du jus d'olive. Mais cette semaine, j'ai amené une twist un peu différente, puis je voulais essayer. En fait, c'est un essai que j'ai fait, puis pour vrai, l'essai est vraiment concluant. Tu sais, dans les olives, le jus qu'on met, on appelle ça la saumure, dans le fond, je pense. Là, ouais. Fait que j'ai pris un autre type d'aliment qui est dans la saumure, plus épicé. T'as pris du jus de pickle? J'ai pris du jus de haricots épicés. Les haricots qu'on met dans les Bloody Caesar, là, un peu pimpé avec du bacon, puis écoute, j'en ai vu avec des pâtes de crabe, des pâtes de homard, puis en tout cas, mais ils mettent tout le temps un haricot épicé. Là, j'en ai tout le temps. Ouais, j'ai mis la saumure, au lieu de mettre du jus d'olive, j'ai mis du jus de la saumure des haricots épicés, puis écoute, c'est franchement bon pour vrai. Ça donne une petite twist épicée au martini, quand même salé, mais un peu épicé. T'en mets un peu moins, par exemple, parce que d'habitude... Ça, c'est quoi la marque, là, Frank? Non, c'est comment ça s'appelle? Non, moi, celle que je mets, ça vient de ma région, puis c'est fait de façon artisanale, fait que ça vient des jardins de la colline, pour pas épiloguer, là, dans les cantons de l'Est. Mais
c'est ça, mais t'en mets beaucoup moins, là, tu sais, parce que du jus d'olive, d'habitude, je me gâte, là. Honnêtement, c'est salé, c'est bon, puis je suis une personne qui est très salée plus que sucrée. Mais là, le jus d'abricot, un petit peu moins. Mais c'est très bon, petite touche épicée, vraiment génial. Intéressant. Moi, j'en mets dans mon... quand je me fais un bloody, je mets du jus de ça. Je te mets un bloody Caesar, je vais mettre un petit peu de jus de ces haricots marinés-là, mais dans un martini, j'ai jamais vu ça. Je pensais que tu allais me dire des cornichons, parce que j'ai déjà vu quelqu'un se faire un martini avec du jus de pickle. Puis honnêtement, j'ai déjà essayé, puis c'est vraiment dégueulasse. Je pense que je m'en allais dire intéressant, je vais l'essayer. Et je viens de faire ça avec merci beaucoup de me l'avoir dit. Je l'essaye pas. Non, martini, tiens-toi-en au jus d'olive, là, ou au jus d'haricot mariné, si tu veux, ça va être pas mal mieux. Ouais. Mais c'est bon, ça. Dans le fond, je vais essayer ça. Je pense que tu vas m'avoir influencé à essayer ça. Oh là là! Quelle belle façon d'introduire le sujet d'aujourd'hui. Écoute, c'est finement ficelé. Je l'ai quasiment pas vu venir. En plus, c'est improvisé. C'est ça qui est fou. Wow! C'est parfait. Fait que vous avez deviné qu'aujourd'hui, notre sujet, ça va être sur le marketing d'influence. Les influenceurs, ambassadeurs de marque. On va faire la différence, on va parler un petit peu de ça, de ce qu'on en pense un peu. C'est sûr que les opinions sont pas mal variées à ce sujet-là, des influenceurs qui n'ont pas nécessairement tout le temps une bonne presse, surtout en ce moment, mais il y en a qui font très bien, donc ça va être ça notre sujet d'aujourd'hui. Oui, exact. Puis, je pense que ce qui va être intéressant, on va s'en parler beaucoup, puis ça va être de faire peut-être des petites distinctions, d'amener des petites clarifications, parce que c'est un peu... Puis on s'en parle, toi et moi, à l'occasion, quand on travaille ensemble sur des projets plus professionnels pour le travail. Mais tu sais, il y a c'est un peu le Far West en ce moment, dans ce monde-là des influenceurs. Puis c'est non seulement le Far West en termes d'exécution, c'est un peu le Far West en termes de perception que les gens peuvent avoir. Puis tu sais, il est arrivé plein d'histoires où des influenceurs ont fait les nouvelles pour des mauvaises raisons, puis on comprend pas trop où est-ce qu'ils se situent entre les publicités un petit peu plus classiques qu'on voyait dans le temps avec aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de mouvements qui s'est fait au niveau du marketing. Puis, ben, en fait, tu dis c'est un peu le Far West. Je te dirais que l'ensemble du web est un peu le Far West. Oui. C'est un peu le free for all. Là. Tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Là. C'est sûr qu'il commence à avoir un peu plus de réglementation avec toutes les histoires de confidentialité et tout. Mais tu sais, le meilleur exemple de comment c'est le Far West, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, pour que les plus gros médias sociaux désactivent les comptes des plateformes sociales de Donald Trump, parce que justement, ce qu'il est en train de faire, c'est de créer une révolution aux États-Unis. Ça t'en dit un peu plus sur, dans le fond, à quel point que c'est pas contrôlé. Là, ça commence à l'être un peu plus, mais il est temps. Là. Mais ce qui est fascinant là-dedans, puis écoute, c'est bon que tu parles de ça, ça ouvre une petite porte, mais tu sais, depuis le tout début, ces entreprises-là, ces plateformes-là se sont dotées d'une politique d'utilisation vraiment claire, parce que quand tu prends le temps de lire, c'est quand même très clair, mais la mise en application de ces politiques-là était jamais vraiment faite. Mais là, ils ont clairement décidé de mettre leur pied à terre, d'activer, de mettre en application leur politique. Puis écoute, pour désactiver le compte du gars théoriquement le plus puissant au monde, qui est le président des États-Unis, c'est quand même quelque chose, là, surtout à quelques jours de la fin de son règne de toute façon. Pour vrai, c'est une vraie farce, cette affaire-là. Sérieux, ça n'a pas de sens. Je checkais ça, là, sérieux, ça... Puis là, je comprends pas, c'est que t'as des vidéos qui leak de partout, de la fille qui s'est fait tirer. Tu sais, c'est... En tout cas, je suis un peu... je trouve ça un peu spécial, tout ce qui se passe. Ils sont en train de dire que là, ils s'attendent à ce que dans la prochaine semaine, il y ait justement encore des émeutes, des rassemblements. Pour vrai, c'est assez fou, là. Mettons, d'ici 2 semaines, d'après moi, il va se passer pas mal d'affaires aux États-Unis. Ben écoute, tu sais, je dirais que le pire est à craindre, j'imagine, pour le 20 janvier prochain, qui est la date d'investiture du nouveau président américain, qui est Joe Biden. Là. Donc, tu sais, c'est d'ici à... Tu fais bien de le nommer, d'un coup que ça change d'ici là, on est le 12 janvier. Ouais, exact. Fait que, tu sais, mettons que la semaine prochaine, ça a déjà changé, c'est pour dire, par rapport à ce que j'ai dit la semaine passée, le président désigné, ben, les choses ont changé. Donc, en tout cas, on n'espère pas ça. Bref, sujet clos. On peut en revenir aux influenceurs, quoique Donald Trump, justement, peut être considéré par la force des choses. Il y avait quand même, je sais pas si tu as vu, avant qu'il se fasse fermer son compte de Twitter, combien il y avait de followers, de personnes qui le suivaient? Non, j'ai pas porté attention. Il y avait proche de 90 millions de personnes qui le suivaient. Quand même, hein? C'est quand même assez impressionnant. Hein? C'est 90 millions de personnes qui se sont retrouvées orphelins, bien malgré eux. Quand il s'est fait fermer son compte.
Ben, quel dommage. Quelle tragédie. Mais sinon, les influenceurs, je pense qu'on peut commencer par une petite définition. Parce que j'ai lu un peu, je suis allé voir là-dessus pour me préparer pour aujourd'hui avec toi, avec la discussion qu'on avait à avoir. Puis la définition est quand même très simple. C'est peut-être justement ce qui amené à avoir un peu des débordements puis que les gens savent plus trop où se retrouver par rapport à ça. Mais la description d'un influenceur, c'est une personne qui est susceptible d'influencer le comportement ou les décisions des individus. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Puis, ça amène un peu à quand justement tu regardes ce qui se dit, les articles, il y a eu des essais même qui ont été là-dessus. C'est vraiment, c'est le bouche à oreille du 21e siècle. Avant, les gens se parlaient de la façon dont tu pouvais atteindre une certaine renommée avec un produit. Mais c'est parce que des gens s'en parlaient, se référaient, vantaient les bienfaits ou les mérites d'un produit ou d'un service, puis le mot se passait. Donc aujourd'hui, grâce aux technologies, ben le mot se passe. Au lieu de se le passer à une personne, ben le bouche à oreille se fait à des milliers ou même des millions d'oreilles en même temps. Oui, exact. C'est sûr que les médias sociaux ont contribué à rendre ça exponentiel. Parce que, comme tu dis, ça le dit, l'influenceur influence, dans le fond, les décisions de gens. Tu sais, dans le temps, t'avais des personnes, tu penses à, je sais pas moi, dans le temps, Maurice Richard, exemple, ben, tu sais, ce qu'il faisait, ces choses-là, ben, ça pouvait influencer des gens à plus petite échelle. Mais comme tu dis, aujourd'hui, avec les médias sociaux, t'en as, là, tu sais, je pense que tu as fait un top des influenceurs qui ont le plus de followers présentement sur Instagram. Tu sais, c'est beaucoup de monde qui suivent ces gens-là. C'est quand même assez impressionnant. Puis, tu sais, ça peut être, tu sais, pour revenir, exemple, rapidement à Donald Trump, ça peut être dangereux, tu sais, parce que quand tu as une influence justement sur des gens puis que tu fais pas attention à ce que tu dis, puis à ce que tu proposes comme idée, ben, tu sais, s'il y a des gens qui s'associent à ça, ça peut être dangereux. Ben surtout que plus tu as de gens, plus tu peux souffler le chaud et le froid. Parce que ces gens-là que tu influences, entre guillemets, ou sur qui tu as un impact, ben ces gens-là aussi vont parler à d'autres personnes ou vont simplement republier ce que toi tu dis. Fait que, ça va aussi vite que ça dans le monde d'aujourd'hui. Au niveau des technologies, là, tu lis le post d'un. Je prends l'exemple, là, tu parlais justement du top des influenceurs. Le numéro 1 en ce moment au monde, c'est Cristiano Ronaldo, avec 253 millions d'abonnés sur Instagram. Parce qu'on s'entend, au niveau des influenceurs, c'est vraiment sur Instagram que ça se passe. Là. Je pense que c'est la plateforme la plus importante en termes d'influence. Là. Ouais, c'est pas mal ça. Tu sais, t'as Twitter aussi qui est plus, si tu veux, médiatique, si on veut. C'est plus utilisé par, mettons, les journalistes puis ces choses-là. Mais côté brand, mettons, pour une compagnie, de s'associer avec des influenceurs en général, ça va être fait plus sur Facebook puis Instagram, plus sur Instagram là, que d'autres choses. Exact. Fait que à 253 millions d'abonnés, s'ils publient quelque chose qui a un impact ou qui rejoint beaucoup de monde, puis ces gens-là, à leur tour, le republient, le repartagent, l'effet est exponentiel. Donc j'ai le goût, j'ai envie de te dire que ces gens-là ont un peu un pouvoir sur les comportements et l'attitude des gens aussi. Là. Ça peut être... T'as-tu vu juste Elon Musk, là, il a tweeté Use Signal, je pense cette semaine, puis il a fait gagner genre 1000% à l'action Signal, mais comme les gens pensaient qu'il parlait de l'application, mais finalement c'est une affaire à but non lucratif qui voulait parler, quelque chose comme ça. Fait que tu vois juste l'utiliser 2 mots comme ça a genre influencé sur le rendement boursier d'une compagnie. Là. C'est quand même assez fou. C'est incroyable. Puis imagine, c'était même pas volontaire son affaire. Non, c'est ça, exact. C'était même pas de ça qu'il voulait parler, puis finalement, ça l'a explosé. Ouais. Mais tu vois-tu, lui, c'est un peu... C'est drôle parce que lui, il est un peu influenceur malgré lui. T'sais, il est sur Twitter, il est pas vraiment sur Instagram. C'est plus, tu sais, quand il tweet, moi je le suis. Là. D'ailleurs, moi je suis parmi tous les réseaux sociaux, celui sur lequel je suis le plus actif, c'est vraiment Twitter. Okay. Pas vraiment Facebook, pas vraiment Instagram. Je sais pas pour toi, là. Mais... Moi, je suis pas vraiment sur Twitter. Moi, c'est plus, je suis plus sur Facebook. Puis, ça dépend en fait là. Tu sais, dans des newsletters que je suis, des fois, ils réfèrent à des tweets sur justement de Twitter que je vais aller lire le feed là, parce que c'est intéressant. Mais sinon, la majorité des groupes que je suis de marketing sont pas mal tous sur Facebook. Puis Instagram,
Instagram, j'y vais, là, tu sais, je swipe rapidement, mais souvent, c'est tout le temps les mêmes affaires qui reviennent sur Instagram, là, fait que ouais, je suis un peu plus Facebook, moi. OK. En tout cas, tout ça pour dire, tu sais, sur Twitter, je suis Elon Musk. Tu sais, c'est beaucoup de l'information qu'il partage par rapport à ses entreprises. Tu sais, oui, il y a Tesla, tout le monde pense à Tesla, mais Elon Musk aussi, c'est le propriétaire fondateur de SpaceX, là, tu sais. Puis en ce moment, SpaceX, c'est un peu sous le radar, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est en train de devenir un joueur, écoute, non seulement majeur, prédominant, leader dans le monde, là, au niveau de la conquête spatiale, là. Tu sais, je pense qu'il lance une fusée à peu près aux 2 semaines en ce moment, là, puis c'est pas juste pour aller à la station internationale, parce que ça, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment pour aller mettre des satellites pour le programme Starlink, qui va permettre à beaucoup de monde d'avoir accès à Internet via satellite. Il est ultra actif avec cette entreprise-là aussi, mais on en entend moins parler parce que c'est pas une compagnie qui est publique, qui est pas à la bourse. Mais c'est ça, il partage vraiment beaucoup d'informations. C'est un geek, il aime les jeux vidéo, il partage plein de choses, mais reste qu'il y a une certaine influence. Il n'a pas eu besoin d'Instagram, comme on parlait tantôt, pour aller faire avoir un impact sur une société qui l'avait aucunement contacté, qui avait aucunement retenu ses services, mais juste parce qu'il a dit quelque chose, ben, ça a eu un impact incroyable sur eux. Non, c'est ça, mais c'est pour ça, tu sais, c'est pour ça quand je dis que, tu sais, faut que tu fasses attention des fois quand t'es une personnalité, si tu veux, publique. Tu sais, c'est sûr que là, tu sais, on a nommé, tu sais, Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner, tu sais, toutes ces personnes-là qui sont des personnalités, si tu veux, internationales, là, que tout le monde connaît, mais tu sais, t'en as à plus petite échelle, mettons, au Québec, tu sais, ben, en fait, au Québec, c'est drôle, c'est sûr qu'il y en a aussi dans d'autres pays, mais on dirait il y en a beaucoup qui se disent influenceurs, tu sais, des participants de télé-réalité, dans le fond, qui deviennent influenceurs, si tu veux, après ça, parce que le monde a commencé à les suivre, puis qui s'associent un petit peu à n'importe quelle marque. Mettons que ça, c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu moyen, tu sais, un peu plus de misère avec ça quand on... Ça, je disais, moi, ce sujet-là des influenceurs, je trouve ça... j'aime pas tant ça en parler parce que j'ai une opinion, tu sais, en tout cas, un peu biaisée peut-être, ouais. mais c'est ça. Fait que, je pense que tu peux être d'accord avec moi là-dessus, là. Tu sais, on fait la différence entre exemple, on parlait entre un ambassadeur de marque et puis un influenceur. Tu sais, généralement, l'ambassadeur de marque, c'est quelqu'un qui va... qui consomme déjà notre produit puis qui est fidèle au produit puis qui va devenir... Ça peut être une célébrité, mais tu sais, exemple, nous... bon, on peut-tu nommer un qu'on fait avec des vidéos souvent, nous, ou pas? Ben, on peut, oui, absolument, on peut nommer quelqu'un, parce que de toute façon, c'est de la sphère, la personne est de la sphère publique, puis je pense pas que c'est un problème. Tu vois, nous autres, on a, exemple, Georges Larac qui consomme nos produits, puis qui est vraiment un utilisateur convaincu des produits, puis qui aime ça, puis qu'il en parle, puis qui fait des lives avec le président de la compagnie, etc. Ben, tu sais, ça, c'est un ambassadeur de marque. Ouais. Plus. Des fois, on va s'associer avec une autre qui est Audrey, qui est une influenceuse, si tu veux, mais qui aussi promouvoit d'autres produits aussi. Elle a comme un crowd plus qui est dans notre niche de ce qu'on veut, là, tout ce qui est santé, bien-être, etc. Mais elle, je la catégoriserais un peu plus comme une influenceuse, mettons qu'une ambassadrice, quoique là, je pense que elle va peut-être devenir plus ambassadrice ou corrige-moi si je me trompe. Mais bref, la différence est là, c'est que souvent les influenceurs vont prendre un peu dans le fond ce qui leur est offert, dire hey, telle compagnie veut s'associer à moi. Tu sais, dans le fond, je vais faire une coupe de story puis une coupe de post avec le produit en background. Utiliser ça. Mais moi, ce que j'aime pas avec ce genre de choses-là, c'est qu'il y a ce type d'influenceurs-là, c'est qu'ils vont s'associer à n'importe quelle compagnie qui va lui donner de l'argent. Oui, absolument. C'est au plus fort la poche. Là. C'est ça exactement. Puis ça, j'ai un peu un problème avec ça parce que dans le fond, c'est que tu crées pas nécessairement puis même pour une marque de s'associer avec ce genre de personnes-là, c'est que, tu sais, dans le fond, c'est que tu peux pas nécessairement contrôler, tu sais, ce que la personne va dire, puis ça peut être dangereux pour une marque de s'associer avec quelqu'un qui est un peu tête folle, mettons, puis que, tu sais, oui, il y a beaucoup de followers, fait que le post qu'elle va faire, il va être vu par beaucoup de monde, mais une semaine après, tu vas la voir en train de faire une niaiserie dans un party, puis ça va spreader par tous ses réseaux, puis toi, ta marque est associée à cette personne-là, tu sais. Absolument. Puis on en a vu des exemples dernièrement, là, comme ça. Là. Écoute, je sais pas si peut-être ça te dit quelque chose, mais quelque part en 2020, là, il y avait justement
sais, sans nommer de nom rien, mais je me souviens très bien de l'histoire où c'est une influenceuse très connue au Québec qui disait avoir beaucoup de valeur au niveau environnemental. Puis être vraiment préoccupé par ça. Puis la première chose que tu sais, c'est qu'à un moment donné, elle fait la promotion des Jeep, des Jeep TG Sahara dans une station-service en train de mettre du gaz. Petro-Canada, ouais, c'est très bien. Ben ça, tu vois, tu sais, c'est sans nommer, là, mais tu vois, c'est exactement une influenceuse issue des téléréalités. Ouais. Puis tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu dis, cette distinction-là entre les influenceurs et les ambassadeurs. Je pense comme toi que l'ambassadeur, c'est la personne qui utilise tes produits, qui est une personne convaincue, qui en parle à son entourage, puis qui a une influence, c'est-à-dire le consommateur. Les consommateurs deviennent par la force des choses, à un moment donné, des ambassadeurs. S'ils aiment ton produit, s'ils sont convaincus, si ça a eu un effet bénéfique sur eux, ou si ils ont, mettons, sans nécessairement avoir un effet, mais mettons que ce soit des vêtements ou que ce soit un service ou peu importe, s'ils sont satisfaits, ils vont en parler. C'est ça les ambassadeurs que tu veux créer. C'est ceux qui ont le plus de pouvoir, en fait, c'est le consommateur. Mais en même temps, dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, t'as comme pas le choix non plus d'avoir un peu l'autre, la contrepartie qui est l'influenceur pour un peu être la bougie d'allumage pour aller te chercher des ambassadeurs. Ouais. Mais il faut faire attention aussi parce que, tu sais, influenceur, ça s'adresse à une génération influençable. Tu sais, comme, mettons, moi, mes parents, le marketing d'influence aura vraiment aucun impact sur eux autres. Tu sais, parce qu'ils sont pas de cette génération-là, puis c'est pas de voir... J'ai du temps avec du vernis ses ongles. Ouais, c'est ça, exact. Ou bien n'importe quel autre qui promouvoit tel make-up ou tel breuvage, ou même en termes de micro, quelqu'un qui promouvoit un breuvage santé, mes parents s'identifient pas nécessairement à quelqu'un. L'affaire qu'il y a avec les influenceurs, c'est que les gens s'identifient à cette personne-là de par son attitude, son style, ses valeurs, etc. Fait que mais ça, c'est pas tout le monde qui accroche à ce type de marketing-là. Je te dirais que c'est plus la génération des, mettons, les milléniaux. 18-35, ouais, genre. Ouais. Milléniaux, puis plus jeunes aussi. Ouais, absolument. C'est intéressant que tu parles de tes parents, parce que eux sont genre tombés dans une genre de... Tu sais, nos parents, en fait, là, je parle vraiment at large, tu sais, ils sont un peu, en ce moment, tombés dans une craque, là, au niveau, tu sais, du ciblage marketing, puis sont un peu perdus entre le avant puis le maintenant, là. Tu sais, il y a pas eu... J'ai l'impression que la transition n'a pas été tout à fait douce, là, pour ces gens-là, là. Parce que... non, c'est ça. Ils sont arrivés, tu sais, parce que le monde du web, tu sais, c'est ça qui a vraiment tout bouleversé, là. Toutes les façons de consommer le média ont vraiment changé avec l'avènement du web, des médias sociaux, toutes ces choses-là. Tu sais, à cette heure, l'information est accessible en 0.2 secondes. Avant, je veux dire, si on avait été en 1940 ou whatever, mettons que ça aurait été un peu plus long avant qu'on sache qu'il y a une pandémie. Oui, effectivement. Ça aurait pris... Puis à l'autre côté, il n'y aurait sûrement pas eu une attaque au Capitole la semaine passée. Mais ça aurait pas été aussi bien coordonné, mettons. Non, c'est ça, exact. Ça aurait été tout croche. Puis, il y en a qui seraient arrivés une semaine en retard. Déjà tout croche, là, on va se le dire, là, les gars déguisés en vikings puis tout ça. Sérieux, ça avait l'air d'une parodie genre de National Lampoon. Ouais. Mais tu sais, en 1940, il y en a peut-être même qui seraient arrivés une semaine en retard. Là. Genre, ouais, c'est ça. J'ai pas pris à date comme fou. Wow. Fait que non, c'est ça, tu sais, je pense que, tu sais, ouais, il faut faire une distinction, là, le marketing d'influence s'adresse à une catégorie de personnes, justement, qui peuvent être, tu sais, influençables, si tu veux. Ouais. Souvent, c'est les plus jeunes, tu sais, nous, on rentre là-dedans aussi, ça dépend, tu sais, dans le fond, tu t'associes pas nécessairement aux idées d'une personne, tu sais, oui, il y a des personnes qu'on va suivre parce qu'on aime ce qu'ils disent, etc., mais ça dépend, tu sais, si, mettons, ils font la promotion d'un produit X, ben peut-être que ça me parlera pas, tu sais, non plus. Ouais, exact. Non, mais en fait, ça a tout le temps été ça, l'histoire. Tu sais, ça se peut... Tu sais, à travers l'histoire du marketing puis de la publicité, il y avait aussi dans le temps, tu sais, on regardait la TV puis il y avait des publicités qui nous atteignaient tout simplement pas, là. Ouais. On n'était pas du tout l'audience qui était ciblée, on n'était pas le public cible. C'était... ben ça, c'est encore ça, là, on va se dire. Les médias traditionnels, comme
mettons que c'est bon pour faire, mettons, de la notoriété, là, mais sauf que en termes de ciblage niché, on repasse là. Ouais, absolument. Puis on a une histoire, toi puis moi, puis d'une tentative qu'on a faite l'année dernière pour aller plus vers le média traditionnel, puis ça s'est vraiment soldé par un échec, là, purement et simplement. Il n'y a pas de mot autre que échec pour décrire qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est correct aussi, c'est un essai, puis on... Non, mais c'est ça a coûté cher, dans le fond, tu sais. Je dis pas que c'est complètement mauvais, tu sais, c'est juste que tu fais pas une campagne de performance puis d'acquisition dans un média plus traditionnel. Tu sais, c'est, mettons, à TV, à radio, whatever, tu rejoins la masse. C'est sûr que ça a du bon comme tel, parce que, oui, il y a beaucoup de monde qui vont être exposés à ton message, sauf que dans ce lot de personnes-là, combien qui sont vraiment intéressés, puis si tu fais juste cette action-là sans avoir un autre canal d'acquisition ou de suivi, si tu veux, ben là, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Puis on l'a vu, puis c'est ça l'affaire qui est le fun avec le web, c'est que tout se mesure. Oui. Fait qu'on a fait une campagne, on peut faire une campagne radio, puis tu t'achètes un nom de domaine spécifique, puis tu fais une redirection vers ton site web en mettant des paramètres dedans que tu vas être capable de mesurer. Mettons dans Google Analytics, qui va te donner le trafic de ton site, tu vas être capable de savoir exactement combien de monde sont venus sur ton site suite à l'écoute de ton message radio, télé ou journal ou whatever. Ouais. C'est sûr que c'est sûr qu'il y a peut-être du monde qui vont être exposés à ça, puis qu'ils vont mettons, acheter ou tu sauras pas, là. Ben, ou ils vont faire une conversion en passant par un autre canal après. Fait que dans le fond, dans Google Analytics, tu le sauras pas. Tu sais, je dis pas que c'est complètement mauvais, comme je dis, tu sais, tu vas avoir. Le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher pour avoir peu de résultats, si tu veux, mesurables directs. Tu sais, ce qui serait intéressant de mesurer, tu sais, je te relance là-dessus, mais d'après toi, combien, tu sais, on mettait ça en termes de dollars, là, tu sais, là, puis mettons pas de limite, là, mais combien de dollars inutiles ont été dépensés par le passé, là, anciennement, là, dans le temps des médias traditionnels, en publicité, sans être nécessairement capable, premièrement, de mesurer l'impact, puis sans nécessairement peut-être avoir eu d'impact, là. Tu sais, les entreprises avant mettaient des milliers, des millions probablement là, dans des panneaux sur les bords de l'autoroute, des panneaux d'affichage, là, puis des campagnes radio, des campagnes télévisuelles dans les jours partout, sans être jamais capable de se dire, coudonc, ça a-tu fonctionné ce que j'ai fait? Là? Mais tu sais, je te donne un exemple. Là, moi, c'est malheureux parce que j'ai pas été là dans cette époque-là, là, quand j'étais en affichage. Dans le temps que les compagnies de cigarettes pouvaient annoncer, puis qu'il y avait comme une grosse guerre entre TELUS puis Bell, puis les compagnies de cellulaires et tout, ces compagnies-là, c'était des centaines de milliers de dollars par mois qui investissaient dans juste un média. Là. Incroyable. Fait que ça gaspillait-tu? Le fait de voir une pub de Dumouriez sur le côté d'un autobus, ça fait-tu que tu vas te mettre à fumer? Tu sais, pas nécessairement. Mais c'est ça. Une personne qui te donne une cigarette pour une première fois dans ta vie a probablement plus d'impact que le panneau d'affichage sur le bord d'un autobus. Exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, c'était plus, dans le fond, dans le temps, c'était le festival de jazz qui était commandité par Dumouriez. Ah oui, le Grand Prix aussi, c'était genre Players. Le Grand Prix Players. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai un de mes chums, il y avait une table de poule dans son sous-sol, puis il y avait une lampe en haut, Players, au-dessus de la table, là, avec c'était Players, puis c'était les autos, je me rappelle plus, c'était quelle auto qu'il y avait. En tout cas, c'était clairement une lampe de cigarette. Là. OK. Mais c'est quoi? Parce que c'est là que tu vois, tu sais, on est vraiment, les influenceurs, il y a tout le temps eu des influenceurs, en fait, quand tu penses à ça. Toujours, tu sais, il y a toujours eu des marques qui veulent s'associer à quelqu'un de connu, mettons, pour s'associer, tu sais, comme je pense parce que à côté de chez nous, je pense à l'exemple le plus flagrant, c'est une compagnie d'auto, mettons, qui s'associe à Carey Price. Ouais. Tu sais, tu vois sur le panneau de l'autoroute, t'as Carey Price qui est là, mais tu sais, je trouve que c'est du marketing cheap un peu. Ouais. Ça. Ouais, c'est vraiment d'utiliser un nom pour pousser quelque chose, là. Je suis pas sûr que ça te fait vendre plus de chars. Tu sais, le monde sont comme, tu sais, on sait bien que Carey Price, il conduit pas une Fiesta, là. En tout cas, n'importe qui conduit, il y a moyen de se payer plus que ce que tu annonces. On s'entend? C'est ça. Fait que ben, des fois, le choix est un peu... Le choix puis probablement que ce qui est arrivé, c'est que le directeur marketing avait une plug à quelque part, connaissait quelqu'un, puis que là, tiens, on a accès à Carey Price, c'est bon, ça va bien paraître sur une pancarte sur le bord de l'autoroute. C'est pas mal ça qui est sûrement arrivé. Ben oui, absolument. Puis tout le monde s'est tapé dans la main en se disant que c'était le meilleur coup marketing qu'il pouvait pas faire, là. Exact. C'était quoi d'ailleurs? Hey man, ça ouais, c'est drôle qu'on parle de ça.
au début de la COVID l'année passée, c'était quoi le nom du... une annonce dans le journal de Toyota. Genre, je pense que c'était Toyota Virus ou whatever, on en a plein la cour. En tout cas, c'était un jeu de mots vraiment en poche, là, avec, en parlant avec la pandémie, en lien avec les autos. Sérieux, j'étais comme, wow, tu sais, il y a eu du monde qui se sont dit, OK, brainstorm, c'est quoi l'idée, etc. Puis quelqu'un qui est arrivé avec ça, puis là, tout le monde a fait, oh ouais, ça c'est bon, let's go, on imprime. Sérieux, c'était gênant. Là. Vraiment un jeu de mots. Un jeu de mots dur, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas... C'était moyen, mettons. C'est pas tout le temps judicieux, les choix qui sont faits. Non. Mais tu sais, oui, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y, t'allais l'air de vouloir finir là-dessus, fait que je te laisse. Ah non, mais j'allais embarquer sur une autre affaire que j'ai, tu sais, parce qu'on là pour revenir un petit peu aux influenceurs, quand je disais que, tu sais, des fois les marques font des choix un peu douteux, là, on en a un exemple qui est arrivé dans les dernières semaines, c'est avec Air Canada, dans le fond, qui a payé des influenceurs pour aller se prendre en photo dans le sud. Oui! Mon Dieu! Pour dire, hey, checkez ça, je suis sur le bord de la plage, pis tout ça, booker des billets d'avion, sérieux. Tu sais, comme... Puis d'ailleurs, j'ai vu passer cette semaine, il cherchait quelqu'un aux relations publiques ou je sais pas trop chez Air Canada. Bonne chance. Ouais, écoute, quel beau, en tout cas, c'est un beau défi de carrière si tu veux entrer chez Air Canada. C'est ça, après, c'est pas fort. Ah non, c'est incroyable. Mais tu sais, mettons que tu penses à ça. Toi, tu sais, personnellement, c'est qui, mettons, le premier influenceur qui a eu un impact sur toi dans ta vie? Je pourrais pas te dire, honnêtement, je suis pas... je me fie pas tant à ça. Moi, tu sais, je vais plus suivre, mettons, tu sais, j'aime bien tout ce qui a rapport, mettons, snowboard, skateboard, fait que je vais suivre des pages de ça. Okay. Tu sais, mais tu sais, j'ai pas quelqu'un que je dis, hey, cette personne-là, comme je m'identifie à elle, puis j'aimerais ça être comme cette personne-là. Mettons quand t'étais jeune, mais quand t'étais jeune, sans nécessairement qu'on soit dans le marketing d'influence du 21e siècle, mais quand t'étais jeune, y a-tu quelque chose que tu te souviens de dire, ça a eu un impact dans ma vie, j'ai voulu avoir ce produit-là ou faire cette activité-là, ou peu importe, parce que j'ai vu une publicité avec cette personne-là. T'as-tu un souvenir de ça? Non, pour vrai, non, mais je sais que j'aimais bien Hulk Hogan. Wow! Oh! Et Bret Hart, j'aimais Bret Hart aussi. C'est les mardis confessions. Hulk Hogan. Fait que t'étais un fan de lutte, ça c'est drôle. J'écoutais ça le dimanche, mais en fait, ok, il y en a qui sont encore fans, là, je suis plus fan de lutte, là, puis j'ai compris, fait longtemps que c'est fake, mais je connais des gens qui croient que c'est vrai, puis que la lutte est un... Ouais, c'est ça. Je veux dire, à sauter de ça du haut de la troisième corde, un coup de genou dans le front, en tout cas, si c'est vrai, je vois mal comment que les gars s'en sortent avec si peu de sang puis si peu de blessures, mais bon. Écoute, j'ai une multitude d'articles, je pense, que je peux t'envoyer qui pourraient tout t'expliquer ça, puis éclairer ta lanterne à ce sujet-là. Mais c'est quand même intéressant de savoir que j'aimais bien la lutte jeune. Ça et les Ninja Turtles. Oh! Fait que tu vois, les Ninja Turtles pouvaient être des influences aussi. Si les Ninja Turtles aimaient la pizza, peut-être que toi aussi t'aimais la pizza. J'aimais bien la pizza. Ah! Je l'aime encore d'ailleurs. Mais ouais, non, les Ninja Turtles, je me rappelle quand ça jouait, j'essayais de me faire j'avais un genre de gun à eau backpack, là, puis c'était comme, je mettais ça, puis c'était comme ma carapace, là, puis c'est ça. Ok, très cool. Fait que tu vois, ça commence loin, parce que c'est ça, je voulais t'amener un peu là-dessus, parce que quand tu regardes l'évolution du marketing d'influence, tu sais, il y en avait au 20e siècle du marketing d'influence, là, c'est sûr qu'avec la télévision, le développement de la télévision, de la radio, des réseaux au travers des années, à partir des années 50, il y en a eu beaucoup. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même eu un sociologue qui avait fait une étude là-dessus. Puis je voulais vraiment parler de ça parce que premièrement, le sociologue s'appelle Paul Lazarsfeld, c'est un Européen. Okay. Puis ce qu'il avait identifié, c'est vraiment 4 critères pour ce que lui appelait un leader d'opinion. Fait que dans ce temps-là, nous autres, aujourd'hui, on appelle ça des influenceurs. Lui, il appelait ça un leader d'opinion parce qu'il pouvait avoir une influence dans la vie des gens, que ce soit au niveau, puis il y avait beaucoup une question politique dans le temps, essentiellement parce que ça passait beaucoup par ça aussi, mais ça pouvait, dans son étude, puis dans les essais qu'il a écrits, c'était aussi par rapport au niveau du comportement du consommateur, les choix que les gens faisaient dans leur vie et tout ça. Puis les 4 critères, le premier, c'est qu'il soit accessible. Donc, qu'on soit capable de le voir continuellement, que ce soit via les journaux, grâce à la radio, on pouvait l'entendre ou le voir à la télévision, qu'il soit crédible. Donc, que ce soit quelqu'un qui ait une crédibilité, mais qui soit fiable, que ce soit pas quelqu'un qui a des mauvaises histoires ou qui a une mauvaise réputation ou qui a fait un peu qui
qui a été, mettons, dans les nouvelles pour peut-être les mauvaises raisons. On en a vu dernièrement. Comment? Personne recommandable. Exactement, avec pas de comportement répréhensible, c'est ce que je pourrais dire. Qui tiennent une position qui est centrale, donc qui soit vraiment, tu sais, justement, qui soit peut-être le personnage, le premier rôle dans une série télévision ou le chef d'antenne d'un bulletin de nouvelles ou tu sais, un chroniqueur vedette dans un journal. Ça, c'était vraiment important aussi. Puis qui soit exposé. Fait qu'on puisse le voir. Dans le temps, c'était beaucoup sur les billboards. Là. Eux autres, ils appellent ça les billboards, les panneaux d'autoroute, que ce soit dans les pages de journaux pour des publicités. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup converti justement en pages de publicité au niveau de Twitter, d'Instagram, de Facebook. Mais c'est là que tu vois que les critères sont vraiment les mêmes aujourd'hui. Les critères que les influenceurs auxquels ils vont répondre aujourd'hui sont exactement les mêmes qu'il y avait dans le temps. C'est juste que le médium, le véhicule pour transmettre ces messages-là a juste changé. Fait que c'est ce qui fait que les influenceurs aujourd'hui ont autant d'impact dans notre vie que, mettons, les acteurs, les sportifs dans le temps pouvaient avoir avec nos parents aussi. Puis l'affaire que tu dis qu'ils soient accessibles et tout, tu sais, aujourd'hui avec les médias sociaux, tu peux même leur écrire un message dans leur inbox, là, tu sais, dans leur boîte de réception. Ouais, là, qui te répondent, ça, c'est un peu. Il y en a qui vont prendre le temps de te répondre. Ouais, il y en a que oui, il y en a que non, en tout cas. Il y en a que non. C'est sûr que, tu sais, si tu prends Ronaldo avec ses 254 millions de followers, une affaire de même, là, je sais pas il est à combien parce que ça change tout le temps. Je suis pas sûr qu'il prend le temps de répondre à tout le monde qui écrit de quoi. Premièrement, déjà, en plus, je suis sûr qu'il comprendrait pas en français parce que je peux pas parler en français. Tu pourrais essayer. Mais d'où la différence entre un macro-influenceur puis un micro-influenceur. En fait, il y a une différence à faire là-dessus, c'est que le macro-influenceur, c'est celui qui va avoir des dizaines et des centaines et là maintenant des millions d'abonnés à sa marque. Puis dans le fond que quand il va publier quelque chose, ben il va, tu sais, en fait c'est un peu l'équivalent de publier quelque chose. Tu rejoins autant de masse quasiment que si tu faisais une annonce à la TV. Ouais. Puis l'affaire c'est que ces macro-influenceurs là, ben étant donné qu'ils ont une grosse audience, il y a beaucoup de marques qui veulent s'associer à ça, à ces gens-là dans le fond. Fait que ce que ça fait, c'est qu'un peu, toi, ton message est un petit peu dilué parce que ta marque, si tu veux, oui, il va en parler, il y a beaucoup de monde qui va le voir. Tu vas peut-être avoir un coût éphémère de vente, mais tu créeras pas nécessairement une fidélité. Ouais. Parce tu que vas vraiment au volume là, quand tu fais ça. Là. C'est ça, tu sais, puis tu vas avoir payé cher pour ça. Pour avoir, tu sais, oui, des résultats, mais je pense qu'ils vont être plus éphémères, tandis qu'un micro-influenceur, c'est celui qui va avoir, je sais pas, entre 5, 10 000, 20 000, mettons, abonnés, ouais. Mais une communauté vraiment engagée, qu'à chaque fois qu'il va parler de quelque chose, la communauté va réagir. Puis tu sais, on le voit, on a parlé tantôt de Audrey, avec qui on travaille, qui a quoi, 28 000 followers, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Okay. Ben, elle, à chaque fois qu'elle publie quelque chose en lien avec nos produits, on le voit tout de suite qu'il y a un impact sur les ventes. Oui, absolument. Qu'on n'aurait pas nécessairement si on s'associait à quelqu'un d'autre qui, mettons, qui aurait plus de followers. La raison, c'est que nous, dans le fond, on est associé à elle parce que ses valeurs, son lifestyle, comment qu'elle est, elle parle beaucoup de trucs de santé, yoga, zénitude, etc. Ça fit avec notre marque. Absolument. Mais aller s'associer avec... je sais pas moi, Vedette X de Occupation Double, qui a plein de followers, que c'est tous des fans de télé-réalité, qui est pas nécessairement notre target. Oui, il y aurait beaucoup de monde qui le fait. En même temps, en plus, là, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, puis qui va s'associer, tu sais, mettons, nous autres, on est d'un produit naturel, puis qu'après ça, à faire la promo de McDo, ben, tu sais, ça fait pas vraiment. Absolument. Non, c'est clair, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que premièrement, au niveau du macro puis du micro, c'est franchement intéressant, puis tu as même parlé de l'engagement. Je pense que c'est la métrique, en fait, la donnée qu'il faut le plus mesurer. C'est le niveau d'engagement pour un influenceur, quel qu'il soit, si jamais, il y a des propriétaires d'entreprises, il y a des gens qui sont dans des postes de direction au niveau stratégique, au niveau marketing. La chose, à mon avis, qui est la plus importante à regarder, c'est le taux d'engagement, parce que tu peux en voir. Puis, tu sais, sans parler, je donnerai pas de nom, mais j'ai rencontré une personne en 2020, elle voulait travailler avec nous, elle voulait faire la promotion de nos produits, elle était quand même une utilisatrice convaincue, puis son following se situait autour de 80 000 personnes, mais de son propre aveu, il y avait seulement à peu près entre 5 et 800 personnes qui étaient réellement engagées.
Donc, voilà. c'est très peu. Fait que ça semble extraordinaire au début quand on regarde ça à première vue. C'est un beau, c'est une belle carte de visite, 80 000, mais quand tu rentres après ça dans le data, dans les données plus spécifiquement, mais tu te rends compte que finalement, tu vas peut-être avoir le même résultat avec quelqu'un d'autre qui va te coûter moins cher parce que... Ouais, exact. Puis c'est ça, tu n'achètes jamais une campagne d'influence en termes sur le nombre de followers que la personne a là. Exact. Parce que comme tu dis, des followers, c'est du vent. Là. On a parlé dans le dernier épisode, des pages, mettons, entreprises sur Facebook qui ont des centaines de milliers de likes, mais que c'est un petit commerce local. Ça se peut pas, c'est pas logique. Fait que, même chose sur Instagram, tu peux acheter des followers. Là où ça va être intéressant pour une marque, c'est si justement ton influenceur, à chaque fois qu'il publie quelque chose, il y a un taux d'engagement de genre 20%. Ça, dans le fond, c'est le nombre de monde qui interagissent avec sa publication sur la portée, là, sur le nombre de monde que tu rejoins. Ben là, c'est intéressant. Mais c'est sûr, il faut comprendre que plus une personne a de followers, moins le taux d'engagement va être gros. Ce qui est normal, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va interagir avec cette personne-là tout le temps. Mais quand tu vas plus dans le micro, si tu as un bon taux d'engagement, ça veut dire que la personne elle a une audience vraiment fidèle, puis là, elle peut avoir vraiment une influence. Ce que tu dis, c'est ça, oui, le taux d'engagement, mais aussi, comme on a dit, les valeurs que cette personne-là va véhiculer. Là. Tu veux pas, comme je te dis, puis tu sais, ils disent les opinions sont un peu partagées, à savoir influenceur, c'est un métier, c'est une job. Il y en a beaucoup qui disent non, c'est pas une job parce que tu fais juste te prendre en photo puis tout. Tu sais, je suis un peu mitigé parce que je pense que ça l'est une job parce que dans le fond, faut que tu fasses attention à ce que tu fais. Tu sais, de la minute que tu deviens influent sur les médias sociaux, dans la vie, faut que tu fasses attention à tes actions parce que tu fais, parce que ça peut avoir des répercussions graves. Tu sais, tu peux être associé à une marque, puis on l'a vu là, des marques qui ont tiré à la plug sur des influenceurs parce qu'ils ont fait une niaiserie. Tu sais. En l'espace de 24 heures, là. Exactement. Fait que tu sais, faut que tu fasses attention quand tu es un influenceur. Fait que tu sais, c'est un peu au même titre que quand tu es une personnalité. C'est le même concept que, exemple, si tu sais, comme là, mettons, Noël a été, la plug a été tirée sur Noël, pas eu de party, tout ça. C'est comme si t'apprenais dans une semaine que, genre, François Legault avait été dans un party avec sa famille, mettons. Ouais. C'est un peu le genre de même affaire. Fait faut faire attention. D'où là, je pense que tu sais, t'as beaucoup de wannabe influenceurs que tu sais, t'as 5-6 000 followers puis tu penses que tu vaux une fortune. Il y en a qui sont vraiment bons, tu sais, qui structurent leur affaire comme faut. Il y a même des agences que tu peux engager qui vont plugger avec un influenceur avec lequel tu veux travailler. Mais je pense que, tu sais, pour ce qu'on a dit au début, je pense que ce que tu veux en tant que compagnie, c'est plus un ambassadeur de marque qui va porter ton produit, dans le fond, qui va vraiment y croire, qui va l'utiliser, qui va l'aimer, qui va en parler à son crowd. Là, ça risque d'avoir pas mal plus d'impact et un impact plus à long terme. Ouais. Ah non, absolument. Écoute, je pensais que tu allais me dire, c'est comme si on avait appris que François Legault avait mordu la cuisse d'un de ses ministres, mais écoute... Mais ouais. Une autre histoire, je fais juste des amalgames. Peut-être que c'est encore undercover, ça va peut-être sortir. Ouais. Mais tu sais, François Legault a pris une bite dans le mollet d'Arruda. Mais je reviens à quelque chose que tu as dit tantôt qui est vraiment à ne pas négliger. Faut être conscient qu'aujourd'hui, il y en a qui payent pour avoir une audience. Il y en a qui payent pour l'acquisition de personnes qui les suivent. Puis je pense que c'est là où, quand tu commences à faire ça, que tu sois une marque, que tu sois une personne qui se décrit en tant qu'influenceur, quand tu fais ça, il faut que tu acceptes qu'en même temps, ça vient avec une dilution de l'audience qui est réellement engagée puis qui s'identifie vraiment à tes valeurs. L'un ne va pas sans l'autre. Là. C'est là où la distinction, je pense, qui doit être claire quand même dans le monde où on est aujourd'hui entre un influenceur et un ambassadeur. Je pense que l'ambassadeur, c'est la personne qui va vraiment partager les valeurs de l'entreprise, puis qui va s'en tenir aussi à une audience qui partage ses valeurs, qui va pas nécessairement aller chercher à aller gonfler son audience de façon totalement artificielle, seulement pour gonfler un peu sa notoriété, puis aller aussi gonfler un peu le pouvoir qu'elle a pour la négociation de ses contrats. C'est ça. C'est vraiment la distinction claire, je pense, à faire entre les deux. Dans les influenceurs, il y a beaucoup de junk. Puis le junk, ça vient avec justement une audience qui a été acquise en achetant des followers. Ou une audience. Puis tu sais,
C'est drôle qu'on parle de ça aujourd'hui parce que hier, je sais pas si t'écoutes La Tour avec Patrick Huard, mais il parlait de ça. Non? Ils ont parlé un petit peu justement d'Internet et puis des médias sociaux. Intéressant. Ouais, puis même, je pense qu'il en parlait aussi même à la radio, à 98.5, je pense, hier, en tout cas. Fait qu'on est d'actualité. Très cool. mais tu sais, souvent aussi, c'est les influenceurs. On s'entend qu'il y a plus d'influenceuses que d'influenceurs, puis souvent, c'est des belles personnes, mettons, tu sais, qui sont en majorité, là, mettons. Faut faire attention aussi à comment comme j'ai dit, à comment tu t'associes à la marque, parce que dans le fond, ce que tu veux, en t'associant à une personne comme ça, tu vas aller chercher un crowd un petit peu, si tu veux, je veux pas dire superficiel, mais tu sais, qui est juste là, dans le fond, pour voir tes photos sexy, mettons. Voyage en temps hors pandémie, là, mettons, là, puis toutes les activités. Ouais, exactement, tu sais, puis que là, tu vas voir ça, puis ça a l'air, elle est donc chanceuse. Puis ça, avec, c'est un autre affaire, ça n'a pas rapport avec les influenceurs, mais tu sais, les médias sociaux, ça contribue à beaucoup de dépression, parce que le monde qui voit des posts tout le temps de monde dans le sud, puis qui sont comme, ça pourrait être moi, mais tu sais, en même temps, la personne a fait un voyage au Mexique l'année passée, puis elle a pris 800 photos, puis c'est ça qu'elle te poste toute l'année. Ouais. C'est un peu ça aussi. Ah non, t'as totalement raison. Puis tu sais, d'autant plus dans un monde aujourd'hui où j'ai le goût de te dire, il y a tellement d'incubateurs à influenceurs. Puis Ouais. je parle des émissions de télé-réalité. Parce que je me posais la question, puis en fait, je te la pose en même temps parce que c'est un peu une question philosophique. Tu sais, dans le principe de l'œuf ou la poule là, qui est venu avant l'autre, là. Tu sais, qu'est-ce qui est venu avant l'autre? C'est-tu les télé-réalités ou les influenceurs qui sont venus? Qu'est-ce qui a alimenté l'autre? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, clairement, on aime les téléréalités parce que justement, c'est un incubateur à influenceurs. Non, moi je pense que les participants qui participent à ça, ils ont un objectif final de devenir influenceurs, puis ils voient. C'est sûr qu'au Québec, c'est différent là, que du reste du monde. On a une barrière linguistique qui fait que les influenceurs, mettons, juste francophones, ben, ta communauté est réduite. Tandis que si, mettons, tu prends des influenceurs américains, mettons, ou peu importe, qui parlent en anglais, ben là, tu peux rejoindre beaucoup plus de gens. Ben oui. Fait que je pense que les participants à ces émissions-là, leur objectif, à part de gagner un condo ou whatever, mais c'est surtout après ça le fame qu'ils vont avoir à se faire reconnaître. Puis, tu sais, il faut être un peu narcissique là, quand même pour aller dans ces émissions-là, vouloir se voir à TV et tout. Ça peut être pour l'expérience personnelle et tout, etc. Mais tu sais, les séries, les télé-réalités, tu regardes Occupation Double, la première saison, il me semble que Facebook n'existait même pas dans ce temps-là. Ou en tout cas, c'était les balbutiements. En fait, ouais, c'est ça. Les premières, si je me trompe pas, les premières télé-réalités au Québec, il faudrait vraiment, je veux pas dire de niaiserie, mais je me lance pareil. Je pense que c'était autour de 2003, si je me trompe pas, avec vraiment la première édition d'Occupation Double, puis la première édition de Love Story. Là, où Love Story. Puis ça, c'est fou, là. Les deux idéateurs de ça, on sait ce qu'ils sont devenus. On sait ce qu'ils sont devenus, clairement. Hey boy. Oh oui. Mais en tout cas, bref, t'as ça pour dire. Puis dans le temps, ce qui est fou, c'est de voir toute l'évolution qu'il y a eu par rapport à ça. Parce que quand les premiers candidats se sont présentés dans ces émissions-là, peut-être moins Love Story, mais Occupation Double, les gens étaient là clairement pour trouver l'amour. Il y avait un désir d'aller trouver l'amour. Exact. Mettre ça à la télévision. 100% raison. Ouais, de le montrer, là, de montrer à la télévision, au Québec en entier, ils ont eu le courage de se lancer là, d'aller plus loin que le réseau Contact, puis le Mon Classeur, puis toutes les applications. C'était l'expérience aussi d'y aller, puis tout. Ben, peut-être qu'ils se disaient aussi, les gens vont me reconnaître à l'épicerie ou whatever. Mais dès que ça a évolué, puis que là, les premiers, quand Instagram est sorti, puis que là, il a commencé à avoir du marketing d'influence, ces choses-là, puis que le monde commençait à faire des sous avec ça. Là, c'est sûr que peut-être les motivations pour aller dans ce genre de show-là ont changé. Puis tu sais, je veux pas généraliser, mais tu regardes le type de participants, c'est un peu pas mal tout le même type de personnes. Oui, exact. Puis même si tu regardes, parce que tu parlais du français tantôt, puis du fait français au Québec, puis d'un peu tu sais, qu'on était un petit peu isolé dans le fond, puis un peu unique parce qu'il fallait justement que les gens s'adressent en français si on voulait cibler. Mais si tu vas du côté anglophone, ça ressemble un peu. Tu sais, les plus grandes vedettes, si tu veux, ou les plus grands influenceurs en ce moment, ben, il y en a beaucoup au niveau américain puis canadien-anglais, que ça vient aussi des téléréalités. Tu as juste à penser aux Kardashians.
Ah oui, ben oui. Ça part de là. Fait que on dirait que c'est comme deux bêtes qui s'alimentent l'une l'autre. Là, là, les réseaux sociaux, les influenceurs avec la télé-réalité, là, c'est vraiment deux mondes qui s'alimentent les uns les autres. Puis même le sport. Le sport professionnel est un peu une télé-réalité. On suit les sportifs de façon maladive, religieuse. Puis il y a tellement de... Puis là, mettons ton joueur de hockey préféré ou de basket ou de whatever, tu vas le suivre sur Instagram. Puis Cristiano Ronaldo, c'est une loupe, par exemple. Là. Comment? Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur exemple. Ben oui. Le soccer, un joueur de football, là, en fait, là, on va utiliser le terme, qui est suivi par plein de gens parce que sa vie est décortiquée au quotidien de toute façon, avant même qu'il devienne un influenceur puis une personnalité des réseaux sociaux. Ce gars-là, dans la vie, sa vie était décortiquée au quotidien, dans les entraînements, dans ce qu'il faisait au soccer, d'où il venait, son histoire, sa biographie, puis ramène ça au Québec. Les joueurs du Canadien de Montréal, on sait leur vie, on connaît tout sur eux autres sans même qu'ils soient sur les réseaux sociaux, mais ça fait juste que les deux s'alimentent à un moment donné. Ils font des publicités. C'est ça, puis c'est bon ce que tu dis, parce que je pense que tout ça comme fait un parallèle, si tu veux, à le storytelling, l'histoire que tu vas raconter. Puis c'est sûr que si tu fais juste poster des photos de toi en train de faire rien d'intéressant, les gens vont s'en foutre un peu. Mais si, dans le fond, ils suivent ton processus, ton évolution. Puis tu sais, ça c'est bon aussi pour les compagnies. Une compagnie qui documente ses processus, ses succès, ses erreurs, etc., ça a beaucoup plus de succès qu'une compagnie qui fait juste tout le temps essayer de vendre ses affaires. Ouais. Parce que les gens aiment ça voir, justement, la petite histoire en arrière d'eux. Les gens, c'est ça qu'ils achètent. Tu sais, quand tu veux mettre une personnalité, si tu veux, à ta compagnie, c'est à ça que tu veux que les gens s'identifient. Tes valeurs d'entreprise, tes valeurs des employés, etc. C'est ça que tu veux que les gens prennent en considération. Parce que oui, ton produit, c'est une chose, mais la voix que tu y donnes, ça en est une autre. Absolument. Ça, c'est très vrai. Là. C'est pas à prendre à la légère. Ben, en fait, ça demande une réflexion. Oui. C'est pas quelque chose que tu décides sur le coin d'une table entre deux bouchées de ton sandwich aux tomates. Là. Faut que tu aies des meetings stratégiques là-dessus, puis que tu y penses. La direction de l'entreprise que tu veux faire prendre, c'est quelque chose qui se planifie puis qui se réfléchit. Même affaire, comme je dis justement, après ça, ça va te permettre de choisir peut-être des influenceurs ou des ambassadeurs ou whatever, mais au moins tu vas plus un peu savoir qui tu veux que d'y aller sur le de viser le long shot, en fait sur le court terme, de telle personne a beaucoup de followers, elle va poster mon produit dans une story, puis je vais avoir 10 ventes de plus aujourd'hui parce qu'elle a posté ça, mais après ça sera pas des clients fidèles parce qu'ils connaissent pas vraiment ma marque, ils vont avoir essayé le produit parce qu'un tel influenceur avec ses followers va avoir dit que c'est bon, mais elle va avoir été rémunérée. Parce que maintenant, tu es obligé de le dire quand tu as un partenariat rémunéré, puis ça, ben, c'est venu. C'est obligatoire. T'as sûrement entendu parler du Fire Festival, là, le plus gros flop de l'histoire. Comment? Qui n'en a pas entendu parler? Ben c'est ça, tu sais, si t'as vu le documentaire et tout, mais tu sais, à partir de ça, après ça, c'est là que Instagram puis Facebook a instauré la politique du branded content, que t'es obligé de mentionner quand tu fais la promotion sponsorisée. Ouais. Parce que ça a été le plus gros flop du festival, là, ça a été une fraude, en fait, là, le gars McFarlane, je pense, là, je pense qu'il est encore en prison. En tout cas, ouais, avec Ja Rule. Ouais, mais Ja Rule, il était plus investisseur, il était un peu moins impliqué. Là. Lui, il n'a pas eu de promotion, par exemple. Lui, avec, il se faisait... son mandat était, oui, investisseur, mais par la force des choses, il était un peu l'influenceur de tout ça aussi. Là. Ouais, mais il y a eu moins de troubles que l'autre, mettons. L'autre, il est en prison. Là, c'était vraiment de la fraude. Là. Absolument. Puis quand tu checkais le documentaire, sérieusement, tu gringes des dents. Là. C'est quand, tu sais, c'est bad luck par-dessus bad luck. Là. Moi, c'est quand ils sont arrivés sur l'île, puis que, tu sais, avec tous les campements du restant de l'ouragan Katrina, puis là, il s'était mis à pleuvoir, puis ça prenait l'eau, puis il n'y avait rien de prêt, puis c'était le bordel. Hey, sérieusement. Là, non, puis ça t'amène à avoir aucune espèce de pitié, là, pour ouais. Dans le fond, le festival, ça a été leur photoshoot avec les influenceurs, justement, je pense que c'était justement Kendall Jenner, t'avais Emily Ratajkowski, là, j'ai de la misère à prononcer son nom. Martini, c'est pas on va se le dire. Toutes des filles de Victoria's Secret qui étaient là, puis dans le fond, le party, c'était le shooting photo avec eux autres, là, c'était ça le festival pour eux. Ah,
C'est intéressant de parler de tout ça, puis tu sais, ce que tu disais est vrai. J'ai l'impression que ce qu'il faut retenir de cette discussion-là qu'on a aujourd'hui, c'est que quand tu y vas avec une stratégie au niveau influenceur, au niveau ambassadeur, ambassadrice, faut pas que ce soit la stratégie en soi. Faut que ça fasse partie d'une stratégie globale. Tu peux pas juste t'en Exact. à ça. Parce que, puis en a... Ça, c'est ce qu'on appelle une tactique. Ça fait partie de ta stratégie globale. T'as une tactique influenceur. Mais si tu mets toutes tes Mais faut pas... paniers, ça marchera pas, là. Exactement. Exactement. Non, c'est Exactement. tu sais, c'est peut-être pas un suicide professionnel ou corporatif de mettre ses œufs dans le même panier, mais clairement, puis surtout en prenant en considération tout ce qu'on vient de parler, puis justement, tu sais, l'exemple du Fire Festival, où on a d'autres exemples aussi plus proches de chez nous, où en dedans de 24 heures, la notoriété de quelqu'un peut basculer, puis toutes les partenaires qu'elle avait, tous les entreprises avec lesquelles elle travaillait au niveau justement du marketing d'influence vont se désister. Là. On a eu des exemples au Québec, je n'aimerais pas de nom, je pense que tout le monde les a en tête. Tout le monde les sait. Un petit clin d'œil à ça tantôt en disant de quoi par rapport à François Legault. Mais tu sais, tu peux perdre en dedans de 24 heures tous tes partenaires. Puis pour une marque, faut aussi prendre ça en compte. C'est épeurant. T'sais, la personne fait un mauvais choix dans sa vie, ben du jour au lendemain, c'est terminé. C'est ça. Puis tu sais, je pense que le mot, mettons qu'on peut conclure là-dessus, là, c'est le mot viral. Ouais. Toutes les compagnies veulent avoir la prochaine affaire virale, le prochain truc viral. Mais la vérité, c'est que tu peux pas planifier quelque chose de viral. Tu sais, ça arrive viral parce que ça a donné comme ça. C'est généralement un coup de luck. Ouais. C'est pas quelque chose de planifié parce que justement, c'est le fait que c'est spontané que ça devient viral. Ouais. Plus. Tu sais, comme le gars, là, on a vu passer tout l'été, là, que Ocean Spray, là, tu l'as sûrement vu sur TikTok, le gars, il se faisait un TikTok, je pense qu'il était en longboard ou en skateboard, whatever, avec une bouteille d'Ocean Spray, puis il y avait du Fleetwood Mac qui jouait en arrière. Il y a plein de monde qui l'ont imité après, là. Ouais, c'est ça, mais Ocean Spray a fait du pouce là-dessus, puis ils ont shippé genre un truckload de jus de canneberge. Fait que tu sais, ça c'est devenu viral, mais le gars, en faisant son TikTok, il se doutait sûrement pas de ça, là. Il s'est pas dit, tiens, je vais skater avec une bouteille d'Ocean Spray, puis j'espère que Ocean Spray va remarquer puis qu'ils vont me shipper un truck de jus de canneberge. Exact. C'est pas ça qui est arrivé. C'est ça. Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est rarement quelque chose de planifier. De planifier, exactement. Ouais, de planifier. Je pense que c'est le meilleur mot qu'on peut dire là-dessus. C'est rarement quelque chose de planifié quand ça devient viral. Puis c'est justement, je pense que ce qui devient viral, c'est ce qui est le plus authentique, généralement. Ouais. Donc, exactement. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, faut pas que... Puis en revenant à tout ce qui est influenceur, faut que la marque demeure toujours plus forte que tous les partenaires et influenceurs avec lesquels elle peut travailler. Faut pas que ça devienne l'inverse. Si non, exactement. L'influenceur est plus fort que ta marque, ben il y a des risques. Il y a beaucoup de risques, justement, au niveau de tu sais, s'il y a des écarts de conduite, il y a des choses répréhensibles, ben du jour au lendemain, l'influenceur tombe, puis ta marque, elle tombe aussi. Ta marque, elle peut tomber avec, parce que le monde va se rappeler que tu étais associé à ça. C'est 100% vrai ce que tu dis là. J'aurais pas pu dire mieux. Ça clôt bien la discussion, j'ai l'impression. Mais c'est un sujet intéressant. Ouais. En vrai, on peut en parler encore longtemps, mais je pense que le monde a compris l'essentiel du sujet. Ouais. Le mot à retenir, en fait, pour des compagnies qui voudraient faire affaire avec des influenceurs, c'est l'engagement que ces influenceurs-là ont sur leur publication et aussi de faire certain que les valeurs de l'influenceur ou de l'ambassadeur avec qui vous travaillez concorde avec les valeurs de votre entreprise. Ouais. Je pense que ça, c'est vraiment un point important. J'ai l'impression que ça transparaît. Tu sais, si on est juste moindrement attentif à ça, tu le vois, là, c'est un influenceur, il est juste là pour faire de l'argent, ou si vraiment c'est un produit qu'il utilise, ou c'est un service qu'il utilise, ou peu importe. Là. Ça paraît. Là. Ouais, puis tu sais, juste pour clore là-dessus, tu sais, je me rappelle, tu m'avais parlé d'un influenceur, puis une influenceuse qui voulait peut-être s'associer à votre compagnie et tout, puis tu sais, j'ai checké, puis tu sais, la personne, un jour, elle promouvoit un rouge à lèvres, le lendemain, elle promouvoit un fast-food, après ça, elle promouvoit n'importe quoi, dans le fond, qui donne de l'argent. On en a parlé plus tôt. Ouais. Mais tu sais, ça aurait pas été une bonne idée de s'associer à quelqu'un comme ça, parce que ça aurait été un peu une marque parmi tant d'autres que cette personne-là pousse, puis le message aurait un peu fait tomber dans l'eau, tu sais. Ouais. Ouais.
C'est pas le genre de marque ou de... Tu sais, le mot en anglais, c'est beaucoup... qui est très utilisé, puis je pense que j'ai jamais vraiment trouvé la traduction, mais tu sais, c'est legacy. C'est pas le genre de legacy qu'une compagnie veut laisser. Tu sais, le goût en bouche qu'une entreprise veut laisser à ses utilisateurs et à ses consommateurs. Non, exact. Puis, en fait, le problème souvent, c'est que les stratégies puis les orientations de la compagnie sont faites un peu plus sommairement à court terme que sur le moyen long terme. Ouais. C'est ça un peu le problème. Fait que faire des tactiques qui marchent, ce qui marche rapidement aujourd'hui va pas nécessairement marcher longtemps puis toujours. Là. Non. Fait que faut avoir une vision un peu plus long terme. Puis la base, je pense, c'est de décider c'est quoi la voie qu'on veut donner à notre brand. Puis après ça, une fois qu'on sait ça, c'est qui notre persona et tout, là, après ça, on peut se concentrer à trouver des influenceurs ou des personnalités qui ont les mêmes valeurs que nous, puis que ça cadre avec notre big picture d'entreprise. Absolument. Puis tu sais, il faut tout le temps garder en tête que les meilleurs ambassadeurs, ceux qui ont le plus de pouvoir, ben, c'est nous autres, les consommateurs. Continuellement. C'est nous qui avons... C'est nous autres qui achètent en bout de ligne. Oui, c'est nous autres qui met les dollars, qui fait check avec la carte de crédit ou qui met de l'argent sur la table, peu importe, pour acheter des services, des produits. C'est nous les plus grands ambassadeurs. Puis quand on parle en bien ou en mal d'une entreprise, ben ça aussi, ça a beaucoup d'impact. Faut jamais perdre ça de vue. Il y a les influenceurs, les ambassadeurs qu'on voit beaucoup dans la sphère publique, mais tous les gens qui achètent des produits, c'est eux les meilleurs ambassadeurs. Ouais, puis de demander des reviews à ses consommateurs satisfaits, puis de demander le UGC, là, le User Generated Content, d'avoir des photos, mettons, de quelqu'un qui est nobody, mais en train de consommer ton produit. Ça vaut de l'or. Ça avec, ça parle fort. Là. Absolument. Parce que tu le sais que la personne n'a pas été rémunérée pour ça, tu sais. Tu vas peut-être devenir ambassadeur, Marc-Antoine, bientôt pour les chaises de bureau. si je peux la recevoir, je suis encore assis sur ma balloune. Oh, wow. Je l'ai poursu, mais d'après moi, en tout cas, ça disait 25 janvier. Donc, d'après moi, dans 3-4 épisodes, là, je devrais avoir ma chaise puis pour être prête à vous en parler. Puis, on va pouvoir inviter ton chum, là, Simon, qui est représentant pour Human Scale, qui est la chaise que j'ai commandée. Il va venir nous parler, vendre sa salade et puis vous influencer à acheter des chaises Human Scale. Super. En tout cas, tu pourrais être influenceur sinon de ballon pour le moment, de ballon d'exercice. Là. Mais... C'est vrai. C'est vrai. J'aimerais même être influenceur de gin, mais bon. Ouais, aussi. Hey, ça pourrait venir un jour. On verra. Yes. Mais, oui, vas-y. Ben, bonne discussion encore aujourd'hui. Je veux encore réitérer le fait qu'on est présent sur Facebook, sur la page Entre deux Martini, sur Twitter, le A commercial 2 Martini en lettres. On est sur SoundCloud, Spotify, YouTube, iTunes. Donc, si vous aimez ce qu'on dit, puis que vous aimez écouter nos podcasts, ben suivez-nous sur votre plateforme préférée. Vous recevrez une petite notification quand il va y avoir un nouvel épisode. De toute façon, comme on a déjà dit, on enregistre le mardi, puis généralement, les épisodes sont en ligne le mercredi, donc le lendemain. Puis c'est ça, en fait. Fais le tour des plateformes. Ouais. As-tu un mot de la fin à rajouter? Ben j'ai juste le goût de dire que ce qui va être le fun aussi, ce qui est excitant qui s'en vient, c'est qu'on va avoir des invités bientôt. On commence à travailler là-dessus, toi puis moi. Donc, c'est extraordinaire. C'est sûr que j'appelle ma mère pour lui dire. Écoute, nous, on a des invités. Mange un temps. Ah, c'est ça, j'ai oublié de dire le courriel. Notre courriel. Oui. Entre deux Martini, tout en lettres, @gmail.com. Ouais. Écrivez-nous s'il y a des sujets que vous voulez qu'on parle. Écrivez-nous aussi sur Facebook. Soyez pas gênés. Là. Je sais que ça peut être gênant d'écrire le premier commentaire, mais je vous jure que si quelqu'un écrit un commentaire, je vais y répondre tout de suite. Oui, absolument. Comme ça, vous serez pas seul. On va vraiment pas seul. On va faire des messages personnalisés. Ça va nous faire plaisir. Yes. Fait qu'on se reparle la semaine prochaine, Tristan. Puis sur ça, je vais te souhaiter une merveilleuse soirée. Belle soirée et une belle semaine. Merci, Marc-Antoine.